Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors quand Augustin adhère au manichéisme, il ne bascule pas dans une marginalité religieuse. Il entre dans une doctrine structurée, internationale, intellectuellement ambitieuse, très présente dans l'Afrique du IVe siècle. Le manichéisme, c'est pas du tout une secte obscure comme ça, c'est une religion concurrente du christianisme, dotée de textes, de maîtres, d'une hiérarchie et d'un discours rationnel sur le monde. Vraiment, j'insiste, c'est une religion concurrente du christianisme. Et pour un jeune homme formé à la rhétorique, blessé par l'insuffisance des réponses chrétiennes qu'il a reçues dans l'enfance, ça, c'est une proposition sérieuse. Le manichéisme offre ce qu'Augustin cherche depuis Carthage, une explication globale du réel. Et tout y est clair, tout y est ordonné. Le monde est le théâtre d'un combat cosmique entre deux principes éternels, donc le manichéisme, le bien et le mal, le noir et le blanc, les lumières et les ténèbres, la lumière et les ténèbres, et le bien et le mal, évidemment. Le mal n'est plus un scandale moral, il est une donnée cosmique. Et c'est cette vision qui séduit profondément Augustin. Elle lui permet de penser effectivement le mal sans mettre en cause sa propre responsabilité. Ça, c'est fort. S'il agit mal, ce n'est pas parce qu'il veut le mal, c'est parce qu'il est mêlé à la matière, parce que le corps est le lieu de l'emprise des ténèbres. C'est pas de sa faute, quoi. En gros, le manichéisme déplace la faute hors du sujet. Ça, c'est une conséquence décisive. Le manichéisme ne nie pas l'exigence morale, mais il la reporte sur une élite, les fameux élus, seuls capables de vivre dans une pureté quasi angélique. Les autres, vous avez les élus d'un côté, puis les autres, c'est les auditeurs, dont Augustin fait partie, qui peuvent vivre dans le monde, aimer, désirer et attendre. Et alors pour Augustin, c'est la position idéale. Elle légitime son mode de vie tout en lui donnant le sentiment d'appartenir à une communauté de savoir, enfin. Le manichéisme, c'est aussi une religion de l'élitisme intellectuel. Il méprise les croyances populaires, il tourne en dérision la lecture littérale de la Bible, le côté cuculapraline, et il prétend dépasser le christianisme en l'expliquant. Pardon pour le côté cuculapraline, c'est comme ça qu'on dit chez moi. C'est pas offensant dans mon esprit, c'est que c'est simpliste. C'est pas dévalorisant. Voilà. Bref, Augustin y trouve ce qu'il aime à ce moment-là, un discours critique, une distance ironique et une supériorité intellectuelle qui là est assumée. Et il devient manichéen pendant près de 9 ans. Il en parle, il en défend les thèses et il y entraîne même sa mère, Monique, qui en est d'ailleurs bouleversée. Mais très vite, une fissure apparaît. Augustin, vous l'avez compris, est exigeant. Il pose des questions précises. Ces personnages-là passent leur temps à se poser des questions et à essayer d'y réfléchir, que ce soit Erasme et tous, ils sont tous pareils. Ces questions précises portent sur les astres, sur la nature de l'âme notamment, sur l'origine du mal, encore une fois. Et les réponses manichéennes sont souvent finalement très vagues, parfois même manifestement erronées. Et la rencontre avec Faustus, qui est un évêque manichéen renommé, cristallise la déception. Vous voyez, on peut être évêque et manichéen, donc intéressant. Donc ça cristallise là sa déception, c'est ce que je voulais dire. Parce que Faustus est éloquent, il est cultivé, il est très agréable, mais il ne sait pas répondre aux questions. Parce que Faustus est éloquent, cultivé, agréable, mais il ne sait pas répondre aux questions. Il charme, il esquive, oui, il promet plus tard des éclaircissements, mais en fait des éclaircissements qui n'arrivent jamais. Et Augustin comprend alors que quelque chose ne va pas, il comprend quelque chose qui est redoutable. Le manichéisme fonctionne comme finalement une rhétorique, non pas comme une véritable connaissance. J'allais dire une escroquerie, mais on n'est pas finalement très loin. Augustin ne rompt pas immédiatement, pas son style, il reste manichéen par habitude, par loyauté, par absence aussi d'alternative, mais encore une fois, intérieurement, l'adhésion est brisée, quelque chose s'est brisé. Et il commence à soupçonner que le manichéisme refuse d'affronter en fait le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est quoi ? Et c'est très important pour nous, et c'est en ça aussi que Augustin, et Saint Augustin plus tard, est important encore aujourd'hui.
Le cœur du problème, c'est la liberté humaine. Si le mal est une substance extérieure, alors la responsabilité disparaît. Or, Augustin sent confusément que cette fuite est intenable. Il sait par expérience intime que le mal n'est pas seulement subi, mais le mal peut être voulu. Il faut être précis avec ça, Augustin ne quitte pas le manichéisme pour revenir au christianisme, il le quitte par honnêteté intellectuelle. Il ne supporte plus les explications qui évitent les questions difficiles. Il refuse désormais les systèmes qui prétendent tout expliquer. C'est quand même un rejet douloureux, parce que le manichéisme lui avait offert un cadre, une communauté aussi, une identité. Et le quitter, c'est retomber dans l'incertitude. Et pourtant, le manichéisme va lui laisser une empreinte durable, parce qu'il a appris à penser en termes de totalité. Il a appris à refuser les demi-réponses. Et il a appris à prendre au sérieux la question du mal. Finalement, c'est un mal pour un bien sans jeu de mots. Plus tard, il le rejettera avec la même radicalité qu'il l'avait adopté, bien sûr. Et quand il sort du manichéisme, il n'a plus de doctrine à laquelle se raccrocher. Mais il a quand même gagné quelque chose de décisif, la certitude que le mal ne peut plus être expliqué sans interroger la volonté humaine. Cette intuition, qui est encore une fois une intuition, encore pour le moment, encore informe, et qui va bientôt rencontrer un autre cadre intellectuel, un autre lieu, une autre voie. Ce sera Milan, ce sera Ambroise.